et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, on va pas faire de la cuisine, mais vous inquiétez pas, je serai de retour au fourneau dès la semaine prochaine. En fait je voulais faire une petite vidéo déjà pour vous remercier parce que je le fais toujours dès lors qu'on gagne environ 1000 abonnés et on a dépassé depuis un moment déjà les 5000 abonnés, donc je suis contente. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur de suivre la chaîne et surtout de laisser tous vos messages, la plupart à 95% vraiment bienveillants, gentils, voilà, même toujours des critiques gentilles et constructives, enfin il n'y a quasiment aucun troll et merci pour votre bienveillance, merci pour être toujours aussi fidèle à la chaîne, même si voilà, je fais pas ça pour percer sur YouTube ou pour faire du putaclic et faire le plus de vues possible. C'est toujours agréable de voir qu'il y a une réciprocité, il y a un retour un petit peu au travail qu'on fournit pour créer du contenu qui soit toujours un petit peu plus qualitatif, qui soit toujours des nouvelles idées. Donc déjà un grand merci à vous tous. Et ensuite je me suis dit tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur la chaîne et depuis il y a tellement de nouveaux, on va dire dans ma vie, mais surtout vis-à-vis de mes projets qui concernent directement la chaîne, puisque si certains me suivent sur Instagram, ils ont pu voir que il y a un moment déjà, mais il y a peu que c'est devenu très officiel et concret, j'ai démarré une activité de traiteur végétalien dans ma région et je trouvais ça super intéressant de vous faire partager mon expérience et de façon plus globale mon expérience sur le fait de se lancer à son compte. C'est vrai que après tous ces 2 ans et plus de 2 ans de crise, de pandémie, Covid, enfin on peut appeler ça comme on veut, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés soit au chômage, soit à se poser des questions existentielles. Est-ce que je dois continuer ce travail? Est-ce que je dois tout arrêter? Il y a eu pas mal de gens qui ont fait des virages à 360 degrés concernant leur avenir professionnel. Même mes parents qui sont salariés depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, ma mère s'est posé des questions voilà, sur le fait de rester dans son entreprise et de faire plutôt quelque chose qu'elle aimait, parce qu'au-delà des mauvais moments qu'on a tous passés et tous vécus, il y a quand même eu un retour aussi au fait d'apprécier les moments en famille, de se retrouver à s'occuper à des choses simples, etc. Et pour certains, ça a développé des vraies passions. Alors cette vidéo sur comment se lancer, je vais la faire un peu en 2 parties. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer en partant de l'étape numéro 1 à votre première journée d'ouverture. Quelles sont toutes vos options, quelles sont les démarches à suivre, quel est mon retour d'expérience, si j'ai des conseils à vous donner et si je vois que ça porte un petit peu d'intérêt, si c'est une vidéo qui a plu ou qui a peut-être aidé des personnes, je ferai éventuellement un 2e épisode sur l'étape une fois que vous avez lancé du coup votre projet, que vous avez vos premiers clients, voilà, que faut-il faire, tout le côté un petit peu aussi administratif, démarche. Il y a tellement de choses à savoir sur l'entrepreneuriat que des fois on s'y perd, on ne sait plus à quelle porte taper. En plus on ne peut pas dire que toutes les formations se valent et on reçoit une tonne d'informations différentes, et donc moi qui ai pas mal pataugé, je voudrais vous faire mon petit rapport. Donc j'espère que ça va. Pour se lancer à son compte, il faut partir d'une idée, pas n'importe quelle idée, pas une idée juste qui vous passe par la tête, mais la bonne idée. Et la meilleure façon d'avoir la bonne idée pour décider de travailler pour soi-même, c'est quand même de faire quelque chose pour lequel vous avez un attrait certain, pour lequel vous êtes passionné. Parce que c'est peut-être un peu niais ce que je vais vous dire, mais si vous êtes passionné dans ce que vous faites, si vous aimez ce que vous faites profondément, vous allez sûrement être l'un des plus forts ou le plus fort dans votre circuit. Moi par exemple j'adore la cuisine, même si parfois j'ai travaillé jusque tard dans la nuit, c'était toujours des moments de créativité, comme un peu si je peignais sur des toiles, comme si j'avais une tonne d'idées. Quand je regarde des émissions de cuisine, quand j'achète des bouquins de cuisine et quand des fois je m'allonge dans mon lit, je suis encore en train de penser à des recettes, d'écrire des recettes sur des brouillons, de modifier, de refaire des essais le lendemain. C'est quelque chose qui me passionne et c'est aussi mon leitmotiv voilà, de partage sur YouTube. C'était partager ma passion en fait. Je trouvais que c'était le lieu idéal pour ça. Et même si à l'heure d'aujourd'hui vous vous êtes déconnecté de vos passions, vos hobbies, des choses pour lesquelles
lesquels vous êtes doué, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Quand on est enfant, quand on est ado, on a encore ces rêves un petit peu innocents, on a ces passions qui nous tiennent au corps et on peut déjà déceler même chez des jeunes enfants ce pourquoi ils vont être bons. Est-ce que votre enfant il est plutôt manuel, dans la branche artistique? Est-ce qu'il adore le sport? Est-ce qu'il s'agite beaucoup? Est-ce qu'il aime plutôt lire? Est-ce qu'il aime les jeux de société? Est-ce que ce qu'il aime c'est être avec des potes, leur parler? On voit déjà qu'il y a des attraits et il suffit simplement de pousser la réflexion profondément pour savoir vous, qu'est-ce que vous aimez profondément. Et de là, vous pouvez commencer à tisser comme ça un espèce de mood board en partant d'un noyau, ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire, quelles sont vos qualités et ensuite élargir à quels sont les besoins autour de vous. Pour ma part, j'étais passionnée de cuisine depuis longtemps. Ça va faire 10 ans que je me suis mis très sérieusement à la cuisine. Mais ça fait seulement 7 ans que je suis strictement végétalienne et dans ma région j'ai commencé par me faire connaître en faisant des ateliers de cuisine végane dans les petites arrière-salles des magasins bio. En fait c'était quasiment gratuit, hein, c'était quelques euros, 5 euros, des fois voilà je laissais rentrer même des gens gratuitement et en fait ce partage il commençait déjà là, ils avaient toujours des petites salles où il y avait déjà des cours de yoga, des choses comme ça qui se passaient et en fait je faisais une petite recette chaque semaine et c'était déjà des super moments, des super souvenirs. De là, j'ai commencé à voir qu'il y avait un réel besoin parce qu'il n'y avait absolument rien, à peu près jusqu'à 50 km dans ma région, qui proposait des options végétariennes et encore moins végétaliennes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une demande, mais il y avait zéro. Deuxième conseil par rapport à votre idée, c'est pas seulement d'en être complètement passionné, mais de ne pas trop écouter votre entourage. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais c'est plutôt dans le sens où vous devez bien sûr garder une certaine lucidité par rapport à votre objectif, par rapport à vos idées, par rapport à votre projet. Mais vous allez bien sûr avoir un entourage, que ce soit familial, amical, collègue, voisin, tous les gens avec qui vous parlez, peut-être de votre idée, vont au début peut-être être un peu sceptiques ou vous faire refléter leurs propres craintes. C'est tout à fait normal. Ils n'ont peut-être pas vos qualités, ils n'ont peut-être pas votre passion, donc ils ont du mal à voir comment votre idée pourrait percer. Mais vous devez être la seule personne à ne jamais cesser d'y croire. Il y a des milliers de projets qui se lancent chaque jour. D'ailleurs, il y a une super émission sur M6 que j'aimais beaucoup qui s'appelle Qui va être mon associé? Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une émission qui est vraiment, moi je trouve, épatante parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes et toutes sortes de personnes. C'est très melting pot et ils arrivent avec des idées, des projets. C'est vraiment des porteurs de l'avenir et il y en a plein qui ont des idées et on se dit waouh, comment il a pensé à ça? Il a eu une idée de dingue. En fait, non seulement il a eu une idée de dingue, mais il a eu une idée par rapport à lui, sa réflexion à lui, par rapport à ce qu'il aimerait faire vraiment, par rapport à ce qu'il a dans ses tripes, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans sa tête. Et parfois certains attestent être allés porter le projet devant des banques qui n'y ont pas cru, être allés demander des financements et avoir eu du mal à les obtenir parce que personne n'y a cru. Et pourtant, ils gravissent les barrières et ils y arrivent tout simplement parce qu'ils y croient. Enfin, le troisième conseil par rapport à cette première étape de l'idée, c'est la tester. Alors c'est pas le tout d'avoir un petit flash quand on est dans son lit, c'est bon, je sais ce que je vais faire, j'ai enfin trouvé, mais une fois que vous avez l'idée, il faut aussi la tester. Tester son concept, c'est la chose primordiale à faire. Parfois, on a une idée toute conçue de ce qui pourrait marcher, que ce soit sur internet ou que ce soit de manière plus locale autour de vous. Et en fait, les choses ne s'enfilent pas toujours comme prévu et on commence à faire des achats avant d'avoir testé son concept. Et là, c'est une grosse erreur. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être être un petit peu décrié, qui va peut-être vous faire bondir, mais qui est une vérité. Avant de vous immatriculer, avant d'ouvrir un compte bancaire, avant de souscrire à un crédit pour vous acheter votre matériel, avant d'officialiser votre ouverture d'entreprise, d'appeler les impôts, etc., à mon sens, vous devez commencer par faire une petite partie de black, ne serait-ce que pour tester votre idée. Je sais, faire du black est illégal, je ne vous encourage pas à avoir une activité illégale, attention, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais vous devez tester votre concept un minimum, même sur une très courte période de temps, pour voir si ça a un impact, si vous avez un bon retour, quelles seraient les choses à améliorer, quelles sont les choses à adapter, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de voir si vous, c'est quelque chose qui vous plaît. Parfois, on a une idée de quelque chose, mais on
on se rend compte que dans la vraie vie on n'aimerait pas du tout travailler dans ce secteur-là, ou que dans notre façon de gérer notre quotidien c'est pas du tout quelque chose qui nous correspond, et en fait on laisse tomber le projet. Et là c'est très très dommage, parce que si on a commencé à faire les démarches administratives, les papiers, les impôts, à acheter du matériel et qu'on se rend compte que finalement c'est pas notre truc, il y a plein d'exemples. Moi je vais vous en donner un seul. Il y a déjà pas mal d'années de ça, quand je suis arrivée en France, bon, j'avais pas forcément beaucoup de diplômes, parce que moi je me suis arrêtée à un niveau bac et j'ai pas fait d'études. J'ai été à l'université mais que j'ai quitté entre temps parce que c'était pas du tout en fait quelque chose qui m'attirait. Déjà les études au sens large, voilà, je suis désolée si papa maman pour regarder cette vidéo, mais en plus le secteur des études que je faisais, c'était plutôt quelque chose, on va dire, pour faire plaisir un peu à mes parents, et c'était la dernière chose à faire. C'était pas du tout, moi, le commerce, l'aspect voilà, publicité, marketing, office de tourisme, banque, etc. C'est tellement, mais alors tellement pas mon délire, et j'aurais pu faire 10 années d'études dans ça, je sais très bien que j'aurais jamais fait du marketing de ma vie. C'est comme ça, voilà, c'était pas du tout mon envie. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas de diplôme, j'avais un peu voyagé, j'avais fait du mannequinat, donc là aussi on arrête ses études très tôt. Je suis partie en Amérique, j'ai suivi mon crush, entre guillemets, donc bref, j'ai eu des enfants assez jeunes, et quand je suis revenue donc en France, du coup je me suis un petit peu cherchée. Mes enfants étaient très jeunes, et quand ils sont rentrés à l'école, je me suis dit ça y est, c'est le moment pour moi de reprendre une activité. J'ai tatillonné, j'ai fait des stages. Sur le coup j'avais eu une idée en me disant tiens, j'aime les enfants, je suis quelqu'un de patient, pourquoi pas faire des stages d'assistante maternelle, pourquoi pas accueillir des enfants chez moi. Comme ça me permettrait aussi d'aménager mes horaires avec mes enfants, etc., de mêler ma vie de famille et ma vie professionnelle. J'ai fait un très court stage, j'ai amorcé un début de formation, et en fait je me suis rendu compte que, bon, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais je le dis quand même parce que je suis 100% sincère, c'était pas du tout fait pour moi. J'adore les enfants, c'est vrai. Déjà j'adore aussi surtout les miens. non, moi je rigole, j'adore tous les enfants, mais c'est vrai qu'entre garder ses enfants à soi, ou ses petites cousines, ou dépanner comme ça quelques copines, et garder des enfants tous les jours, c'est des choses complètement différentes. Ensuite, tout ce qu'il y a maintenant, voilà, comme normes, comme choses, enfin, voilà, des fois on peut avoir une vision qui est décalée avec son idée et la réalité du projet. Et donc c'est pour ça que tester, c'est la base. Moi, j'ai mis du temps à officialiser mon entreprise, à me déclarer, à faire les papiers, à me mettre en banque, etc. Parce que c'était quand même un pari assez risqué, en tout cas voilà, dans un petit patelin de campagne, de province, du sud-ouest, où ici les gens sont fans de moules, d'huîtres et de magrets de canard, de se lancer. Voilà, moi je suis traiteur vegan, et je fais des gâteaux sans gluten et tatati tatata. Au début, quand j'en ai parlé, il y a certaines personnes de mon entourage qui se sont un peu moquées de moi, et c'est pour ça qu'on en vient aussi à ne pas forcément tout écouter. Il y a des gens qui vont être sceptiques, il y a des gens qui vont dire t'es sûr que c'est fait pour toi, il y en a d'autres qui vont dire moi je pense pas que ça pourrait marcher parce qu'il va pas y avoir assez de monde qui va être connecté à ça, etc. Mais si vous y croyez, c'est le principal. Et donc moi j'ai testé un petit peu autour de moi, j'ai vu qu'en fait ma meilleure pub c'était moi-même. Même si c'était dur, et que ça reste dur aujourd'hui d'hameçonner des nouveaux clients, une fois que j'en ai juste un, je sais que s'il goûte une fois, il va sentir toute la passion et tout l'amour et toute l'âme que je mets dans les plats que je prépare, et sans faire preuve d'ego, hein, je sais qu'il va me recommander. Je vais avoir des petits gestes commerciaux, quand il va me recommander, je vais lui donner une petite entrée, je vais lui faire goûter un petit truc que j'ai filmé sur YouTube, dont il me reste une petite part de gâteau, un pain pita, quelque chose. Je vais envoyer des petits messages, voilà, cette telle et telle recette arrive sur Home Kitchen, etc. Et les gens vont être réceptifs parce que, au-delà de vegan, pas vegan, flexitarien, moi je suis pas sûre, etc., il y avait aussi le côté de est-ce que c'est bon ou pas. Dès l'instant que quelqu'un goûte quelque chose de bon,
et qu'on le livre à domicile, qui est maintenant l'ère de la livraison à domicile. Hein. Tout le monde livre, tout le monde fait des points relais, tout le monde met en point relais. Maintenant c'est comme ça un petit peu que marche la société. Et voilà, les gens décidaient de recommander, pas forcément parce que c'était vegan ou quoi que ce soit, parce qu'ils avaient goûté quelque chose de nouveau. Parce que dans ma petite bourgade, à part les pizzas et le kebab du coin et la friterie qui est garée sur le parking d'Intermarché, il y avait personne d'autre qui proposait quelque chose depuis longtemps et il n'y avait pas de food truck. Et donc les gens se sont dit, avant que ce soit vegan, mais c'est quelque chose de nouveau en fait, c'est sympa d'avoir quelque chose de nouveau. Et deuxièmement, c'est bon, donc pourquoi se priver de quelque chose de bon sous prétexte qu'on n'a jamais goûté et que peut-être le mot vegan fait un peu peur. Et malgré que les choses marchent comme ça, et monte en escalade doucement pour mon grand bonheur, il a quand même fallu que je fasse des adaptations. C'était très important du coup de tester toutes ces petites choses. Pour vous faire court, au début je marchais avec des flyers où j'avais inscrit un menu qui finalement était peut-être un petit peu complexe parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est, un masala ou du tofu grillé. Enfin, il y a plein de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui n'ont jamais goûté de tofu, qui n'ont jamais mangé indien, ou quand on leur dit burger vegan, ils ne savent pas trop peut-être à base de quoi c'est fait, etc. Donc après, il y a des clients qui m'ont proposé, ça serait mieux que tu fasses un site parce que en image, on arrive mieux à se rendre compte. Au début, je me disais, waouh, mais ça va être beaucoup de travail, un site internet avec tous mes plats, etc., les desserts. Je vais en avoir pour une plombe. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, faut que j'essaye à cet été, faut que je m'y mette. Maintenant, il y a des sites, c'est de plus en plus facile. Si les autres y arrivent, moi aussi, je vais y arriver. Petit à petit, j'ai commencé à faire un site. Après, sur le site, il y avait aussi des choses qui marchaient moins bien, des choses qui marchaient plus. Donc voilà, je me suis adaptée en fonction de ce qui marchait, en fonction des retours. J'ai vu que les gens commandaient un peu moins les desserts, qu'ils avaient envie de choses plus gourmandes, que finalement ça je pouvais l'enlever du menu, que ça je pouvais le rajouter, que les apéritifs c'était ce qui marchait vraiment. Donc les buffets et les apéros, j'en ai fait vraiment ma signature. C'est ce que je propose le plus, des tables de tapas et de kémias différentes. Et tout ça, j'aurais jamais pu le savoir si je me lançais comme ça de but en blanc sans avoir un petit peu cherché des retours et tester s'il y avait des choses qui marchaient, s'il y avait des choses qui marchaient pas, si ça allait faire un bid complet, etc., etc. Bien sûr, on ne cherche pas forcément à ce que ça soit complètement abouti avant que vous vous lancez le jour J. À un moment ou à un autre, il faut se jeter à l'eau. Et puis, bon, bien sûr, voilà, reste. Il ne faut pas faire du black ad vitam aeternam. Ça doit vraiment être pour une durée comme ça, éphémère de quelques mois. Parce que sinon, après, on risque vraiment d'avoir des ennuis et c'est pas le but. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et figurez-vous que j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Quand j'ai fait une demande de financement, les personnes qui m'ont accordé le financement m'ont dit texto, et je vous jure que je ne vous mens pas, nous on cherche des personnes comme vous, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas eu une idée la veille, une illumination et qui se lancent aujourd'hui, qui veulent ça y est en 24 heures créer leur société, faire les papiers, avoir un compte en banque, acheter 5000 € de fourniture. On a besoin de personnes qui sont déjà bien gambergées, qui sont déjà un petit peu testées autour de si ça marchait, que ce soit plus si sur des amis et des entourages, si vous avez vraiment trop peur de commencer à faire du black, ou que ce soit sur une plus large cible pour pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise localement parlant, mais les personnes qui vous accordent les financements vous demandent quand même si vous avez testé votre projet. Ensuite, je ne sais pas si c'est le 4e ou le 5e conseil, j'ai un petit peu perdu le fil, je vous avoue. Donc je vous dirais de ne pas avoir peur d'être autodidacte. Quelle que soit votre passion, votre idée, votre projet, il n'a peut-être aucun, mais aucun rapport avec vos études. Comme je vous le disais précédemment, moi j'ai pas fait d'études, j'ai un niveau bac et en plus un bac qui n'a aucun rapport dans ce que j'aime faire. C'est-à-dire un bac de comptabilité, droit d'entreprise, donc qui ne me sert strictement à rien. Même si je regrette pas d'avoir passé mon bac, hein, c'est pas ça la question. Moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui s'épanouit dans la création. Je suis quelqu'un qui écrit des romans, qui peint, qui dessine, qui fait des bandes dessinées, qui écrit des livres, qui rénove des meubles en bois, qui aime la poterie. Enfin, j'adore en fait toutes ces choses-là, même quand je fais des parterres de fleurs et que je plante des roses dans mon jardin et que je fais tout ça pour moi c'est de la création et je m'épanouis dans ça, mais ça n'a aucun rapport. Et pourtant j'ai pas fait les beaux-arts et pourtant j'ai pas fait de diplôme de cuisine, j'ai pas de CAP cuisine et je pourrais me tenir un petit peu la queue entre les jambes à côté des chefs cuistots ou des traiteurs d'ici qui ont eu un parcours plus conventionnel et pourtant il faut se tenir droit dans ses bottes parce qu'on en revient au premier point, si vous êtes passionné, études ou
études ou pas, que vous ayez des papiers ou que vous ayez pas les papiers qui certifient que vous avez tel et tel diplôme, vous pouvez réaliser vos projets. Peut-être qu'aujourd'hui vous travaillez dans une entreprise d'ampoules et qu'en réalité vous êtes quelqu'un qui monte superbement les vidéos, qui fait des montages de malades, qu'en fait vous avez un marché potentiel de personnes qui aimeraient que vous fassiez des films pour leur mariage ou qui aimeraient vous envoyer des rushs pour que vous leur fassiez des montages pour des anniversaires, pour des événements. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes femme de ménage mais qu'en réalité vous parlez espagnol comme si c'était votre langue native et qu'il y a un nombre d'élèves incalculable dans votre région qui aimeraient vraiment prendre des cours particuliers d'espagnol pour améliorer leurs notes. Quoi qu'il arrive, je suis sûre que vous avez une passion et n'ayez surtout pas honte de ne pas avoir des diplômes ou un bagage qui prouve votre légitimité. Cette idée est arrivée à maturité, que vous l'avez testée, donc il s'est passé 1 mois, 6 mois, et là, ça y est, vous êtes sûr de tenir le bon bout. Donc là maintenant, c'est le moment de parler sous. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, soit vous avez déjà les fonds et dans ce cas-là vous faites partie des chanceux et vous pouvez passer à l'étape suivante, soit vous n'avez pas forcément les fonds pour commencer votre activité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura besoin des 1000 et des 100, mais un minimum. Premièrement, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon et commencer à budgétiser vos besoins pour vous lancer dans votre projet. Si vous avez décidé de faire de la manucure, vous devez avoir une idée précise de combien va vous coûter tout le matériel que vous avez besoin pour exercer ce métier de façon professionnelle. Si vous voulez vous lancer à votre compte pour devenir paysagiste, ça va être la même chose. Même si vous voulez par exemple vous lancer sur YouTube et faire de votre passion un métier, mais vraiment cette fois-ci à plein temps, vous avez quand même un budget à mettre. L'appareil photo, les lumières, le trépied, les micro-cravates, enfin bref, j'en sais quelque chose. Moi j'ai pour l'instant, même si ça fait quelques années que je suis sur ce réseau, pour l'instant j'ai quand même réussi à acheter un trépied et un très bon appareil et je vais acheter dans pas longtemps, je vous promets, un micro-cravate, mais tout ça, ça se budgétise. C'est pas des choses qui se font au hasard. Moi par exemple, j'avais déjà plus ou moins quand même le matériel de cuisine, vous pouvez vous douter au fur et à mesure des années. Quand on est passionné pour quelque chose, on stocke aussi du matériel qu'on achète pour faire les choses de chez soi. Mais pour me lancer à mon compte, c'était surtout rapport au local en fait. Parce que si vous ne le savez pas peut-être, pour vendre de la nourriture à des personnes, vous devez avoir un local. C'est très difficile de faire de la nourriture chez soi, parce que toutes les réglementations et les normes, et c'est un peu normal aussi, font que, à moins que vous ayez une cuisine qui soit un petit peu comme celle des cantines voilà, qu'on peut voir en milieu scolaire, tout en inox, tout en acier inoxydable avec des plans de travail qui peuvent être karchérisés, s'il n'y a pas de bois, si toute l'électricité est parfaitement aux normes, si la cuisine peut se fermer à clé, si les appareils électroménagers, les poubelles, l'évier sont placés dans un ordre de ce qui s'appelle la marche en avant. Enfin, il y a beaucoup de choses à respecter. Ce qui fait que dans 99% des cas, c'est pas du tout comment est aménager une cuisine conventionnelle dans une maison. Moi par exemple, comme vous le voyez dans les vidéos, déjà c'est une cuisine américaine. Bon ici, je sais pas chez moi, hein, je loue une maison, donc en plus j'allais pas du tout faire des travaux dans une maison qui était pas à moi, hein, que je loue. Premièrement, si vous êtes locataire comme moi, c'est foutu. Ensuite, si vous avez une cuisine ouverte, c'est foutu. Si vous avez du bois dans votre cuisine, c'est foutu. Donc moi, bon, j'avais toutes les conditions réunies. Quand bien même je passe mon temps à briquer cette cuisine, si bien qu'on dirait que je ne connais aucune autre pièce de la maison. Tant bien même chez vous c'est très propre, tant bien même vous êtes persuadé que c'est plus propre que dans la friterie du coin dont le sol devient complètement noir, on n'a pas le droit. Donc dans ce cas-là, vous avez deux solutions, soit vous louez un local à l'extérieur, ce qui peut revenir assez cher parce que du coup la budgétisation va tout de suite augmenter parce que ça va être quelque chose de mensuel, ce qui vous oblige aussi à tout de suite avoir un sacré retour pour pallier au loyer. Donc dans mon cas, je trouvais que c'était encore trop risqué et donc je me suis tournée vers la solution de la remorque. Là encore, j'avais pas forcément assez de financement pour un food truck, c'est-à-dire quand il y a le camion avec le moteur, etc. Parce que je comptais pas forcément le bouger dans toute la ville. Moi, je fais de la livraison à domicile, donc comme ça, l'histoire est réglée. Je m'économise déjà 20 000 € sur le budget. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder combien ça coûtait les remorques, combien ça me coûtait d'aménager la remorque de façon à la faire agréer, de façon à ce qu'elle soit vraiment clean à l'intérieur, etc. etc. Donc j'ai commencé à budgétiser. Ensuite, quand vous avez une idée précise de l'argent dont vous avez besoin pour vous lancer,
Il y a encore deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous êtes solvable, soit vous ne l'êtes pas. Là encore, il n'y a aucune honte à avoir. Moi, par exemple, je ne suis pas solvable et ça fait très longtemps que je ne le suis pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de CDI, je n'ai rien à montrer à la banque en termes de rentrée vraiment mensuelle à part mes allocations. Du coup, ce qui fait que aucun crédit dans une banque, on va dire classique, ne me sera accordé, que ce soit pour un petit crédit ou un grand crédit. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser à votre banque et prendre un rendez-vous avec votre conseiller pour voir quelles sont les offres, les taux d'intérêt, etc. Si vous êtes dans mon cas et que vous aussi vous n'avez pas grand chose à montrer comme papier qui puisse vous débloquer les fonds, vous pouvez par exemple toquer aux portes des associations. Dans la plupart des villes, des communes, des départements, il y a des associations. Alors si vous me posez la question au moment T où je tourne la vidéo, si je connais toutes les associations des régions de France qui propose des crédits aux personnes non solvables, je vous mentirai. Mais je peux déjà vous parler de l'association qui m'a accordé un crédit à moi pour me lancer et qui est l'ADI. L'ADI, elle est présente dans chaque région, voilà, à Lille, à Paris, dans le sud, dans le nord, dans l'est, elle est présente partout. Qu'est-ce que ça veut dire l'ADI? C'est l'association pour le droit à l'initiative économique, ADIE. Alors parfois quand vous êtes en contact avec Pôle emploi, ils peuvent vous diriger directement vers leur contact. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Cette association, ça ne veut pas dire qu'elle va vous passer comme ça un crédit en 2-2 pour n'importe quel montant. Je crois que ça va jusqu'à peu près 10 000 €. Mais c'est quand même déjà assez bien quand on démarre de rien et quand on a zéro. On peut déjà faire quand même beaucoup de choses avec 10 000 €. Surtout que parfois on peut faire de la récup, on peut trouver des choses d'occasion. Enfin tout ça, il peut y avoir une réflexion qui se mêle à tout ça pour que tout puisse rentrer dans son budget. Et ensuite, ces 10 000 €, ils peuvent être couplés, comme je vous l'ai dit, à des aides de votre région. Il y a des aides pour l'entrepreneuriat des femmes, il y a des aides pour les micro-entreprises, parfois il y a des enveloppes de région à région pour les porteurs de nouveaux projets. Du coup, moi je le sais parce que quand je me suis lancée dans ça, j'ai commencé à recevoir des sondages, des messages, voilà, de la mairie, faites-vous entendre en tant que porteuse de projet, etc. Les gens veulent savoir qu'est-ce que vous lancez, qu'est-ce que vous allez faire, et tout le monde aime voir naître de nouvelles entreprises dans la région. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner un petit peu en mairie, qui peuvent peut-être vous aiguiller sur ce qui se fait par chez vous. Avec l'ADI, et vraiment je vous le conseille parce que, en tout cas de mon retour à moi, c'est que des bénévoles. Ce sont des retraités qui sont anciens PDG, anciens directeurs, anciens managers. Et en fait, ces gens vont vous aider bénévolement. Moi, j'ai eu beaucoup de visioconférences avec eux. Il va y avoir un vrai accompagnement. C'est pas des gens qui ont quelque chose à gagner en fait à vous aider. Ils sont vraiment là pour vous donner leur retour d'expérience, pour vous assister en fait dans votre démarche. Du coup, plus vous allez vous ouvrir comme ça, plus aussi vous allez élargir votre vision. Vous pouvez leur poser des questions par exemple sur le statut que vous désirez prendre. Est-ce que c'est mieux pour vous de créer une SARL? Est-ce que c'est mieux de créer une micro-entreprise, une SAS? Quelles sont leurs idées? Qu'est-ce qu'ils auraient fait à votre place? Et une fois que vous êtes rentré dans le système, souvent il y a un bénévole qui vous est complètement dédié et en fait vous allez avoir son email et vous pouvez lui poser des questions n'importe quand. Il y a aussi parfois des permanences qui se font. Maintenant ça a repris un petit peu parce qu'en période de Covid ça se faisait beaucoup par visio, mais il y a des grandes conférences sur toutes les aides qui peuvent exister. Voilà, ils font des comment gérer les impôts, comment faire les livres de compte, comment gérer une équipe. Enfin il y a énormément de sujets et c'est très intéressant. Moi, j'ai envoyé par exemple des mails il n'y a pas longtemps sur la TVA parce que c'était pas un sujet que j'avais vraiment compris dans sa globalité. Qu'est-ce que je devais faire par rapport à la TVA, etc. Si je devais commencer à en garder de côté, sachant que je suis en micro, quels étaient les barèmes. Et en fait, la personne me répond tout de suite et c'est super. Et ils sont super bienveillants. Donc par exemple, comment ça marche? Vous pouvez taper ADI sur Google avec le nom de votre région, vous allez trouver le centre le plus proche ou une autre association, vous demandez un rendez-vous et là vous mettez en place un dossier. Le prêt qui va vous être fait va être un prêt presque au nom de la confiance en réalité, parce que ce ne sont que des prêts
à des personnes qui ne peuvent pas aller dans des banques classiques, donc des personnes qui n'ont aucun moyen réel de justifier qu'ils vont rembourser. Et donc ça va être vraiment un prêt à la personne. C'est vraiment un prêt qui vous est octroyé à vous. Et donc s'il y a une emmerde qui vous arrive et que du jour au lendemain, vous décidez de planter complètement vos projets et de tout arrêter, vous devez quand même les rembourser jusqu'au bout parce que c'est un prêt qui vous a été fait voilà, sous le signe de la confiance. C'est un prêt d'honneur qui vous a été fait pour vous. Donc bien sûr, il y a des choses qui sont demandées en contrepartie, comme le fait d'avoir un garant qui peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, et qui, quoi qu'il arrive, ne va pas se porter garant sur la totalité, mais juste la moitié du prêt. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et de là, après, il y a des dossiers qui sont plus ou moins rapides et faciles à faire, c'est-à-dire vos pièces d'identité, votre carte vitale, des choses comme ça, un résumé de votre projet. On va vouloir passer du temps avec vous pour savoir justement quel est votre concept, si ils y croient un minimum ou si ils pensent que ça peut vraiment pas marcher et que l'idée n'est pas encore aboutie. Donc là aussi maintenant vous allez vous retrouver un peu comme dans cette émission, vous allez devoir les convaincre. Pourquoi vous voulez entreprendre ceci? Quelles sont vos motivations? Et là encore je trouve que il faut être droit dans ses bottes, il faut être fier de son projet, il faut être fier de ce qu'on est. Je suis arrivée en n'étant pas solvable, en n'ayant aucun diplôme, aucune étude. Je n'ai travaillé nulle part dans le domaine de la cuisine, c'est-à-dire que je peux même pas dire que j'ai été embauchée chez Flunch pendant 2 ans. Non, je n'ai jamais travaillé dans aucune cuisine et pourtant, avec des mots simples et en restant moi-même, j'ai réussi à les convaincre que ici, un traiteur vegan, ça pouvait marcher, que j'étais passionnée par ce que je faisais. Voilà, évidemment vous pouvez vous servir de tout ce qui est autour de vous. Moi par exemple ma chaîne a fait qu'on a pu voir que ça faisait un moment que je parlais du sujet, le fait que je m'étais fait connaître un petit peu dans la région en faisant des petits ateliers de cuisine végétalienne aussi. Montrer qui vous êtes, montrer pourquoi ça veut marcher, quelles sont vos motivations réelles, pourquoi vous pensez que c'est une idée en or et allez-y de tout votre cœur. Il n'y a pas de raison que pour vous ça ne marche pas. L'avantage de faire avec ce genre d'organisme plutôt que d'aller dans des banques, c'est vraiment qu'on va pouvoir avoir le côté un petit peu plus humain, on va avoir des personnes qui nous épaulent, on va avoir des personnes qui nous rassurent, des personnes parfois aussi qui nous ramènent à la réalité parce que par exemple, moi j'ai pas mal budgétisé ce que j'avais besoin pour tout ce qui était lié à ce local sur roue que je suis en train de faire, mais pas forcément sur mes charges mensuelles. Et en fait, la personne que j'ai eue en rendez-vous plusieurs fois m'a aidé à faire un prévisionnel en pensant à tout, c'est-à-dire l'assurance pour la remorque, le gaz, l'électricité, les charges cachées, le packaging, donc les boîtes. Enfin, il y a beaucoup de choses en réalité auxquelles des fois on ne pense pas et ces personnes peuvent aussi vous faire évoluer en fait sur votre projet. Il ne faut pas non plus être trop braqué dans ses idées et se dire moi je veux faire ça ou rien, mais vraiment prendre les conseils de tout le monde et rester très ouvert d'esprit et être à l'écoute parce que ces personnes, ils ont l'expérience que vous n'avez pas encore et du coup ils peuvent vous faire gagner aussi un temps précieux. Quand on a gambergé la bonne idée, qu'on a testé notre concept, qu'on a eu des bons retours, qu'on a lancé les démarches pour avoir des fonds, je vous conseille maintenant de vous mettre à la confection d'un site. Ça peut vous paraître un petit peu tiré par les cheveux parce que peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas du tout dans l'idée de créer un site internet, mais je vous assure que ce soit pour justement demander des fonds et avoir des choses à montrer parce qu'on va vous demander d'accord, alors qu'est-ce que vous faites exactement? Parfois c'est dur aussi pour les gens de visualiser juste avec des mots, juste avec des explications, puis on n'est pas forcément tous bons orateurs, des fois on a une idée très précise de ce qu'on voudrait faire, mais quand on l'explique à quelqu'un, on a voilà, les mots qui s'accrochent entre eux. Et avoir un site à envoyer en un clic, pouvoir le balancer à des partenaires, pouvoir le balancer pour du crowdfunding qui peut être aussi une bonne solution pour générer des fonds et se lancer. Le crowdfunding, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est des plateformes comme Ulule par exemple, où vous expliquez un petit peu quel serait votre concept, quel projet vous voudriez lancer et en fait
Tous les gens qui croient en votre projet peuvent se porter actionnaires de celui-ci et vous verser une petite somme d'argent jusqu'à faire grossir la cagnotte et que vous puissiez vous lancer. Donc ça c'est une solution comme une autre, mais avoir du matériel visuel, c'est-à-dire un site pour vous présenter aux gens, pour le mettre sur une carte de visite, pour l'envoyer à des prospects, pour vous démarcher, c'est quelque chose d'essentiel. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, on est vraiment dans l'ère du visuel. Et même si vous n'aimez pas forcément ça, et oh mon Dieu, je vous comprends, je suis sur YouTube et c'est très paradoxal, mais j'ai horreur de tous ces matériels digitales. C'est pas des choses avec lesquelles je suis super à l'aise. Moi, je vais être très à l'aise, voilà, manuellement. Je vais être très à l'aise à jardiner, à construire, à confectionner, à créer des choses, à faire des choses avec mes mains. Mais le digital, c'est quelque chose qui m'énerve. Je vais adorer parler devant la caméra, mais après, pour le monter, c'est des heures et des heures de casse-tête. C'est 1 ou 2 jours. À chaque fois je me dis oh, c'est tellement embêtant cette partie, mais je sais que des fois le digital ça peut saouler, mais un site c'est la base en fait, dans n'importe quelle circonstance, vous aurez forcément quelque chose à montrer à quelqu'un. Peut-être vous allez aller à un forum et quelqu'un vous dira ah mais super, mais du coup qu'est-ce que tu fais? Et vous n'allez pas forcément avoir une demi-heure pour lui expliquer tout en détail. Par exemple vous lui passez une carte directe, ah bah tiens, ah bah voilà, regarde, check mon site. Vous arrivez à votre banque, vous allez faire des démarches pour obtenir 10 000 €, on va vous dire d'accord, alors expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez faire. Ça va tout de suite mettre à l'aise si vous dites ben regardez, tapez sur Google, je vous présente ma page, j'ai créé ci, ça. La personne peut tout de suite se faire une idée très claire. En plus, c'est quelque chose que vous allez peaufiner au fil du temps. C'est quelque chose qui va vous vendre. Ça va être votre carte de visite. Et c'est très très important. C'est très important. Et en plus, ça s'applique à n'importe quel domaine. Tout le monde a besoin de visuels. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, les coiffeurs, ils ont des sites. Les cuisiniers, ils ont des sites. Les gens qui vendent des habits, des objets. N'importe qui a un site. Tout le monde qui veut se lancer à son compte a un site internet. Mais la personne qui fait du yoga 2 jours par semaine dans son jardin a un site internet pour se présenter à ses nouveaux yogis, pour peut-être balancer une vidéo, pour se promouvoir, etc. Et c'est normal. Moi au début j'étais en version papier, donc c'était vraiment la méthode Cro-Magnon et j'avais très peu de résultats. Donc j'étais là avec mon petit paquet de 500 flyers, j'étais sur Vistaprint à me balader dans les rues de quartier en quartier, à mettre des petits flyers traiteur vegan dans les boîtes aux lettres. Si je vous dis le nombre de personnes qui ont réellement eu ces flyers et qui ne l'ont pas juste jeté dans la poubelle jaune, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont appelé sur les 500 flyers. Le reste, ça sert encore de brouillon pour ma fille parce que très clairement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'à des endroits stratégiques, il peut y avoir des répercussions. Par exemple, il reste des endroits où les gens prennent des fois un petit flyer, par exemple dans les boulangeries où on a des fois des petites tables avec tout ce qui se fait, avec tous les gens qui posent leur carte de visite, etc. Dans les commerces, dans les choses comme ça où les gens vont quotidiennement. Par exemple, moi j'ai un café tabac qui est dans le centre du village où les gens ont l'habitude d'aller boire leur café tous les matins. Et donc c'est intéressant dans ce cas-là éventuellement d'avoir quelques flyers qui traînent dans un coin. Mais sinon, le site internet, c'est la base. Parce que dans l'ère où tout le monde est collé à son téléphone avec du visuel et où on nous vend du visuel, vous devez vous placer dans ce jeu vous aussi pour vous vendre au mieux et ne pas rester en éternel outsider. Quand vous avez déjà bien commencé votre site, que vous avez obtenu les fonds, il va maintenant falloir passer à la quasiment dernière étape, c'est-à-dire l'administratif. L'administratif, c'est pas toujours une partie de plaisir, surtout en France. Déjà, je vous donne un petit conseil pour vous immatriculer. Souvent, on vous demande, selon là où vous irez, entre 70 et 110 €. Il y a des sites internet qui vous proposent de le faire pour vous et si vous vous rapprochez d'une chambre de métier, elle vous demandera aussi de l'argent simplement pour remplir des papiers à votre place. Si vous vous rapprochez des associations dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, comme par exemple l'ADI, mais j'essaierai d'en mettre d'autres dans la barre des descriptions, vous allez vous rendre compte, vous pouvez vous immatriculer gratuitement. Peut-être que ça va prendre 3-4 jours en plus et que vous recevrez votre papier avec votre numéro de SIRET au bout d'une semaine,
au lieu de 3 jours. Mais ma foi, est-ce que c'est très grave? Moi je préfère économiser 100 € et le recevoir seulement dans une semaine. Je trouve ça plus intelligent, mais chacun voit midi à sa porte. L'immatriculation est assez importante parce que vous allez faire votre choix de statut et c'est ce qui va définir du coup votre société. Est-ce que c'est intéressant pour vous d'être en micro-entreprise? Est-ce que vous avez prévu d'embaucher des salariés? Est-ce que du coup vous ne devriez pas plutôt penser à une SARL ou une SAS? Il faut vraiment bien regarder les différents statuts pour avoir quelque chose qui soit adapté à son projet. Hormis l'immatriculation, peut-être qu'il y a des formations qui seront obligatoires pour vous lancer légalement. C'est pas tout d'être passionné et comme je vous comprends, si vous aussi vous êtes autodidacte et que vous n'avez aucun diplôme ni aucun bagage pour attester de ce que vous faites. Mais cependant, dans plein de métiers différents, tant bien même vous êtes passionné, vous devez avoir une petite formation. La plupart du temps, c'est vraiment des rattrapages qui vont de quelques semaines à quelques mois sur des choses qui concernent la plupart du temps l'hygiène ou la sécurité. Il y a des formations qui existent pour tout. Je reprends cet exemple de la manucure. Peut-être même si vous n'avez pas fait du CAP esthétique, vous pouvez vous lancer à votre compte perso pour faire de la manucure à domicile, mais vous devriez passer une petite formation pour apprendre toutes les normes d'hygiène par rapport aux ongles. On croit que c'est anodin de mettre juste du vernis sur les mains de quelqu'un, mais il y a plein de choses à savoir sur l'hygiène, les maladies, les désinfections, les outils, les gestes à avoir, etc. Moi, par exemple, dans la cuisine, je n'avais donc aucun bagage, aucun diplôme en rapport avec la cuisine, mais du coup, j'ai fait 1 mois, si je me souviens bien, ou 2 mois de formation à la Chambre des métiers pour faire des petits rattrapages. Donc c'était vraiment très court, hein, et c'était même pas forcément tous les jours, donc ça a duré, je crois, 4 jours par semaine pendant 1 mois et demi ou quelque chose comme ça. Et c'était la plupart du temps un rapport avec toutes les normes d'hygiène. Moi j'étais un peu chanceuse quand même parce qu'il y avait énormément de choses qui ne me concernaient pas vraiment directement. Du coup, parce que mon projet c'était traiteur vegan et que la plupart quand même des choses liées à l'hygiène et aux maladies découlent quand même, et voilà, je suis désolée de vous le dire, hein, si vous mangez de la viande, du conditionnement de la viande, du transport de la viande, des fromages, etc. Tout ce qui se périme vite, on va pas forcément parler du riz, du brocoli, etc. Ça va être la crème fraîche, le yaourt, le fromage, les œufs, toutes les étiquettes à conserver, les chaînes de froid à respecter, tout ça, ça concerne la viande, les origines, etc. Donc il y avait un grand couplet sur ça où voilà, ça a été un peu long pour moi d'attendre parce que j'étais pas forcément concernée, mais ça restait quand même intéressant quoi qu'il arrive. Et ensuite il y avait plein de choses aussi qui ont été utiles pour moi, comme déjà le fait de savoir comment je devais construire ma cuisine, dans quel sens, où devaient être placés l'évier par rapport à la cuisson, où devaient se tenir les choses, quels matériaux je devais les faire. Alors bien sûr il y a des choses qui coulent de source, hein. Éviter de laver avec une éponge parce que ce sont des nids à microbes. Avoir une poubelle à pédales pour ne jamais toucher la poubelle ou son couvercle pendant que vous faites à manger, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des petites choses qu'en vérité on sait, mais je trouve que c'est quand même bien de se le rappeler déjà. Et puis ensuite, tout ce qui est beaucoup plus global, comme par exemple l'obligation de tenir un livre de compte, comment d'ailleurs tenir un livre de compte, les paiements des clients, comment marchent les TPE, enfin il y a plein de choses à savoir. Et du coup, là encore, je vous laisse vous rapprocher de la Chambre des métiers de votre région pour savoir quels sont les petits rattrapages à faire pour que vous puissiez vous déclarer et vous lancer en toute transparence, en toute légalité. Enfin, il y a un tout petit dernier conseil concernant cette partie administrative que j'aimerais bien vous dire. Même si des fois ils nous font rager, je vous conseille de vous rapprocher de Pôle emploi parce que vos conseillers sont les meilleurs placés pour vous aiguiller vers les aides auxquelles vous avez droit. Par exemple, vous pouvez avoir droit à l'ACRE, qui est justement une aide pour les entreprises qui se lancent avec un système dégressif par rapport aux impôts. Il y a aussi la prime d'activité, il y a plein de choses qui existent et quand vous vous lancez à votre compte, il serait dommage de passer à côté d'aides juste parce que vous ne vous êtes pas informé. Et on arrive maintenant à la toute dernière étape, et cette étape doit vraiment rester en dernier et ne jamais venir en premier, c'est celle où vous allez utiliser votre budget. Donc une fois que vous avez passé toutes les étapes, vous pouvez dépenser parce que il se peut que en cours de route, en faisant votre formation, comme je vous l'ai expliqué, vous vous rendez compte que
ce n'est plus quelque chose qui vraiment vous plaît autant que vous l'avez pensé. Donc ça aurait été fort dommage de dépenser votre argent avant. Ensuite, vous avez fait les vérifications par rapport à votre idée. Là encore, il ne faut surtout pas commencer à acheter dès que vous avez une idée. Si par exemple, vous vous lancez tout de suite dans des travaux pour faire une petite annexe à côté de votre maison, etc., etc., et alors qu'en fait, vous vous rendez compte, par exemple, pour votre projet, il n'y a pas la demande nécessaire dans votre ville ou village, ça va poser vraiment problème. Il faut vraiment avoir fait toutes les vérifications, avoir testé, avoir fait un peu de blague pour être prêt à poser les billets sur la table. Moi, en toute transparence, j'avais demandé 5 000 €. Déjà, je voulais pas demander trop parce que je voulais pas avoir de trop grosses mensualités et qui me durent trop longtemps. Donc moi, j'ai étalé ça sur 2 ans et demi à peu près, enfin 2 ans 3/4. Je crois que ça fait 183 € par mois. C'est pas quelque chose qui est insurmontable à rembourser, même quand on n'a pas beaucoup de fonds. Il faudrait vraiment faire zéro commande pour pas arriver à les rembourser, ce que je ne souhaite pas, hein, on touche du bois. Je vous conseille aussi de faire comme moi, de négocier au maximum des petits taux d'intérêt et d'étaler le plus possible pour avoir des petites mensualités et ne pas vous mettre dans la galère. Idem pour les comptes pro. Faites vraiment vos recherches, tapez comparateur de compte pro, comparateur d'assurance, comparateur de comparer chaque prix parce que vous pouvez faire des économies. D'ailleurs, si je fais une deuxième vidéo, je pourrais vous donner des conseils sur ça. Donc dans cette dernière étape, vous allez acheter votre matériel, votre packaging si vous en avez besoin, votre local, mais aussi, et là on arrive sur quelque chose de tout aussi important, votre budget com. Ce qui veut dire peut-être les mensualités pour un site internet qui tourne et que vous allez diffuser de partout. Ça peut être des cartes de visite ou des flyers que vous allez déposer dans des endroits stratégiques où il y a du passage. Ça peut être des annonces sur les réseaux sociaux, des annonces que vous allez payer, que vous allez envoyer de partout. Il y a plein de manières de vous faire connaître et il serait dommage d'arriver à la toute dernière étape et d'avoir réussi à concrétiser votre projet et de ne pas vous faire connaître. Donc là, c'est vraiment le moment d'allouer un minimum de budget pour votre communication pour que tout le monde sache que vous avez ouvert. Donc maintenant, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vous avoir donné le maximum de conseils si vous aussi, depuis quelques temps, vous gambergez pour vous lancer à votre compte. Et si vous avez une idée, si vous êtes passionné, alors allez-y, foncez, je vous encourage. Même si votre dernier frein, ça peut être que un boulot alimentaire, entre guillemets, vous procure une réelle sécurité et tranquillité d'esprit, et c'est tout à fait compréhensible. Un boulot pour lequel vous êtes passionné, mais qui ne va pas forcément vous générer tout de suite des fonds aussi importants, va vous faire revivre, dans le sens où il n'y a pas de prix à faire quelque chose que vous aimez. Se lever le matin et se coucher le soir en faisant quelque chose qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc j'espère vraiment vous avoir encouragé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce format, si vous avez apprécié cette vidéo, s'il faut que je fasse une deuxième partie sur la suite des événements, une fois qu'on a ouvert grand ses portes. Et je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, ça sera une recette. Je ne sais pas encore laquelle, mais si vous avez des idées, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser dans la barre des commentaires. Vous êtes lus, même si je réponds un petit peu parfois en retard, vous êtes lus, ne vous inquiétez pas. Et bonne journée de la femme. Quand je vais publier cette vidéo, ça sera passé, mais bonne journée quand même et une grosse pensée à tous les endroits dans le monde où les personnes se font bombarder dans des guerres qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est pas seulement un mot pour l'Ukraine, il y a malheureusement aussi beaucoup de bombardements, de guerres, de choses horribles qui se passent. Et tous les bombardements n'ont pas le privilège de passer à la télé en France. Et voilà, j'ai une pensée émue pour toutes les personnes qui vivent dans ces conditions, c'est atroce. Force et courage à eux. On ne peut que garder la foi et espérer la paix.